Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve au volant d'une M3 compétition berline. Juste derrière moi, une M3 compétition touring. Aujourd'hui le but de cette vidéo, ça va être de déterminer les différences entre la version berline et la version touring, mais également les différences de configuration entre ma version berline et la version touring qui est juste derrière. En effet, elles ont été configurées d'une façon assez radicalement différente. Rien que sur ces images, vous pouvez déjà voir le magnifique hildement de la version Touring et ce magnifique cuir orange dans la version berline. Mais avant de commencer cette vidéo à proprement parler, un petit mot de Car Vertical qui sponsorise cette vidéo et qui nous aide à produire ce genre de contenu. Un grand merci à eux. Car Vertical, c'est un site qui vous permet d'en savoir plus sur l'historique d'une voiture que vous possédez déjà ou que vous comptez acheter. Vous allez notamment pouvoir déterminer si la voiture a eu son kilométrage modifié, si la voiture a été volée ou si elle a été accidentée. Vous pouvez même parfois avoir une liste complète des options d'origine de votre voiture. C'est super important de faire un rapport avant d'acheter une voiture d'occasion, car ça pourrait vraiment vous permettre d'éviter d'acheter une merguez. Pour faire un rapport, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description et de rentrer votre immatriculation française ou alors un numéro de châssis dans le cas d'une voiture immatriculée à l'étranger. Allez, on va parler un peu des M3 maintenant. Alors en termes de design, les deux carrosseries se ressemblent énormément. Forcément, la différence se fait surtout à l'arrière. Mais comme vous pouvez le voir, que ce soit sur la berline ou sur la break, ils ont décidé de garder la porte arrière de la série 3 de base. Alors forcément, celle-ci, on va avoir beaucoup plus de place dans le coffre. C'est logique, c'est un petit peu le but de l'opération. Et puis, je dois vous avouer que on gagne peut-être aussi un petit peu en style, un petit peu en esthétique. J'adore énormément l'esthétique de cette version break. Je trouve que ça marche vraiment super bien, surtout dans cette couleur, le vert hildement. Au final, c'est marrant parce que j'expliquais que les configurations se complètent très bien, mais à la fois, elles sont toutes les deux très bien équipées. Elles ont toutes les deux le pack carbone qui nous donne les petites entrées d'air à l'avant en carbone, les rétroviseurs en carbone. Cela dit, la mienne en berline a le toit carbone optionnel. Celle-ci ne l'a pas, mais en fait c'est normal, c'est parce qu'il n'est simplement pas disponible. On ne peut pas avoir le toit carbone sur la Touring, on peut uniquement l'avoir de série en noir. Et en option gratuite, on peut l'avoir en couleur carrosserie. Mais très honnêtement, laissez-le en noir, je trouve que esthétiquement c'est quand même beaucoup plus joli de cette façon. Alors je suis tellement tombé amoureux de la configuration en vert hildement de cette Touring que je me suis renseigné s'il n'y avait pas éventuellement une miniature qui allait sortir dans cette configuration-là. Vous vous en doutez bien si je suis en train de vous en parler maintenant, c'est qu'elle va exister. Elle sort en avril et avec Motors Concept, on a décidé de vous la faire gagner. Donc on fait un petit concours sur Insta, allez sur Insta, le lien est dans la description. Tout est expliqué pour gagner au 1/18e cette M3 Touring hildement. Alors là, on a la chance de vraiment avoir les deux arrières l'un à côté de l'autre pour pouvoir vraiment les comparer. Alors, ça se ressemble énormément, notamment au niveau de la partie basse. Ici, on a toujours le pack carbone avec le diffuseur carbone sur les deux. On a les mêmes échappements. On n'a pas les échappements optionnels, heureusement. Vous savez, ces fameux échappements un petit peu en pyramide comme ça, qui, à mon sens, sont vraiment pas beaux. Il ne faut surtout pas les prendre. Et plus on monte sur la voiture, plus les différences se font notables. Forcément, hein, ici, on se retrouve avec l'arrière du break qui est vraiment différent et qui nous donne un espace cargo beaucoup plus important. Et comme je le disais tout à l'heure, je trouve que esthétiquement, ça marche beaucoup mieux en break, même si la berline reste très jolie. On peut également noter, et je ne sais pas exactement pourquoi, mais la berline semble légèrement plus basse que le break. Donc il y a peut-être des réglages châssis qui sont un petit peu différents. Moi j'avais lu que sur la break, elle était un petit peu plus dure. Et c'est vrai que tout à l'heure, je suivais le break alors que j'étais dans la berline. Et j'avais l'impression que ça rebondissait un petit peu plus. Peut-être quelque chose d'un petit peu plus strict, un petit peu plus dur sur l'arrière, je ne sais pas. Ce qu'on peut noter également, c'est forcément, on a le petit essuie-glace à l'arrière et le petit bouton qui nous permet d'ouvrir la vitre. Ce qui rend cette voiture parfaite pour tout ce qui va être travelling, pour filmer en gros des voitures en roulant. D'ailleurs c'est marrant parce que à côté de ces deux voitures, on a également une série 3 en 320i qui nous sert de caméra car parce qu'on met quelqu'un dans le coffre, on ouvre cette partie-là et c'est juste parfait pour pouvoir filmer les voitures en déplacement. Alors évidemment, on a le coffre électrique, ça reste une série 3. D'ailleurs sur la berline, on l'a en électrique également, c'est intéressant de le noter parce que sur un break, je peux vraiment comprendre l'utilité. Sur une berline, peut-être un peu moins. Et là, on peut vraiment apprécier la différence de coffre. Ce qui est marrant, c'est que, comme vous pouvez le voir, celui-ci, il est un petit peu plus en profondeur que sur la break. Au final,
le seuil de chargement est à la même hauteur que le coffre en fait. On a un petit rangement en dessous, mais ça reste très petit, très limite. C'est assez intéressant. Honnêtement, je ne connais pas l'explication de pourquoi il y a un coffre plus bas sur la berline. Forcément, c'est le break, donc on a quand même beaucoup plus de place. Je ne connais pas le litrage des coffres exactement, mais je l'afficherai sur l'écran. Je ferai mes petites recherches pendant le montage, vous en faites pas. Non, je ne connais pas par cœur. Je sais qu'elles font 510 chevaux, ça je le sais. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Le litrage des coffres, je sais pas si ça vous intéresse. D'ailleurs, on parle plus de ça. C'est bon, le litrage des coffres, on s'en fout, c'est pas ça qui est intéressant. On va passer sur l'avant parce que l'avant est super joli. Que ce soit l'une ou l'autre, ça marche vraiment bien. Allez, venez. Je vous avoue que le froid a eu raison de notre motivation à continuer la présentation en extérieur et j'étais assez pressé de remonter dans la M3. Donc je vous propose un petit tour avant de continuer la présentation directement dans le showroom de Motors Concept. Que ce soit sur la berline ou sur la touring, on est sur un 6 cylindres de 510 chevaux. 4 roues motrices déconnectables. On peut totalement la passer en propulsion uniquement. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on la passe en propulsion, on est obligé de déconnecter les aides à la conduite. Donc on se retrouve avec 510 chevaux sur les roues arrière et sans aucun garde-fou. Donc il faut quand même bien être accroché à son volant pour tenter ce genre de choses, il ne faut pas se mentir. Alors pour être honnête, moi je suis vraiment pas un pilote, donc je ne vais pas m'amuser à déconnecter les aides et je ne vais pas m'amuser du coup à la passer uniquement en propulsion pure. Et pourtant, avec les 4 roues motrices et même avec les aides activées, qu'est-ce que c'est fun comme bagnole, ça marche vraiment super bien et ça grippe de fou. Alors forcément, on ne peut pas la mettre en glisse dans ce genre de conditions, mais ça grippe, c'est sécurisant, c'est agréable et qu'est-ce que ça marche, c'est vraiment impressionnant. Le comportement de la voiture change d'ailleurs radicalement entre le mode normal dans lequel je suis actuellement et très honnêtement, on dirait presque une série 3 totalement classique, c'est-à-dire que je pourrais très bien être dans une 330i sans même m'en rendre compte. Ça marche bien, ça roule bien, mais c'est silencieux, c'est confortable, c'est pas tape-cul. Et puis ensuite, simple petite pression du doigt sur le bouton M1 qui est sur le volant, et là, la voiture se transforme complètement. Le bruit change, la réponse à la pédale change, les suspensions sont un petit peu plus raides, la direction est un petit peu plus dure, les freins également ont une réponse bien plus importante, le régime moteur est différent, enfin bref, la voiture est complètement différente, ça devient une vraie M3. Là, on n'est plus du tout sur une série 3. D'ailleurs, c'est marrant parce que même rien que dans le code châssis de ces voitures, c'est-à-dire qu'une série 3, le code châssis c'est G20 ou G21 pour la version break, la M3 par contre c'est G80, le nom du modèle, le nom de châssis est différent. Ce qui montre à quel point chez BMW, ces deux voitures sont vraiment radicalement différentes. On a un moteur qui est radicalement différent, une transmission qui est radicalement différente. Même au niveau de la carrosserie, il y a énormément de changements. En fait, c'est deux voitures qui partagent beaucoup de pièces en commune, mais qui sont vraiment très différentes. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une M3, c'est une série 3. Et du coup, ça me lance sur le point suivant, puisque jusque maintenant, on ne pouvait avoir en break que de la série 3. La M3 n'était absolument pas disponible. Et la seule façon d'avoir quelque chose qui s'en rapprochait un petit peu, c'était de passer par des préparateurs, notamment Alpina par exemple, qui préparait des versions assez surboostées, assez préparées des séries 3 de série, pour en faire quelque chose qui ressemblait à de la M3 Touring, à M3 Break, mais on n'avait pas vraiment le truc à la sauce BMW. Et là, aujourd'hui, on se retrouve enfin avec une M3 Touring, une vraie M3 Touring. Et ça fait plaisir. Ça fait 36 ans que les fans de BMW la demandent. Maintenant, la question, c'est pourquoi on ne l'a pas eu avant ? Pourquoi on a attendu aussi longtemps pour enfin avoir une M3 Touring ? Je pense qu'il y a un début de réponse dans le fait que, on proposait des versions M des SUV. Parce qu'effectivement, on a eu du X5M, on a eu du X3M. Et du coup, chez BMW, on devait se dire, attends, si tu veux une BMW Motorsport, mais qui est utile au quotidien, qui a du cargo, etc., dans lequel tu peux mettre beaucoup de choses, prends un SUV. Et du coup, dans leur logique, si jamais ils sortaient une version Touring, ça allait bouffer des parts de marché du X3M et du X5M. Je pense que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas sorti avant. Et pourtant, à la fois, ils l'ont tenté à 2 reprises sur la série 5, sur la E34 et sur la E61. Et ça n'a pas si mal marché. Les gens aimaient bien et ça faisait une vraie alternative à de la RS6. Alors aujourd'hui, est-ce qu'une M3 Touring peut être considérée comme une alternative à de la RS6 où on serait plutôt
sur une alternative à de la RS4, honnêtement, je pense qu'en termes de puissance, on est pas mal. On se retrouve avec une voiture qui marche vraiment bien. La RS6 ou la E63 break va peut-être avoir un poil plus de puissance par rapport à celle-ci. Mais par contre, celle-ci, elle va être bien moins lourde. Donc forcément, il y a un intérêt certain à partir plutôt sur une M3 Touring plutôt que sur de la E63 ou sur de la RS6. Alors comme vous pouvez le voir, là je vous parle de la M3 Touring, mais je suis actuellement dans la version berline. Vous avez reconnu cet intérieur orange. En fait, la raison est toute simple, c'est que la M3 Touring que nous avons en essai aujourd'hui, elle est vendue par Motors Concept. Vous connaissez le garage, c'est ceux qui m'avaient prêté les Ferrari pour la vidéo sur les Ferrari en daily. Et cette M3 Touring a même pas 100 km. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces voitures-là, il y a 1200 km de rodage. Après ces 1200 km, on a un petit entretien avant de pouvoir vraiment rouler comme je le fais maintenant, c'est-à-dire avec toute la puissance de la voiture. Celle-ci a 3000 bornes, donc le rodage est fait et mon petit doigt me dit qu'elle a même fait un petit peu de circuit parce qu'elle a pas mal de petits résidus de gomme un petit peu partout sur les pare-chocs. Parce que celle-ci, c'est BMW France qui me la prête. Du coup, c'est pour ça que malheureusement, la M3 Touring, je ne vais pas pouvoir l'exploiter à fond. De toute manière, comme je le disais tout à l'heure, moi, je ne suis pas vraiment pilote, donc j'aurais pas pu vous décrire les petites subtilités, les petites différences entre une M3 berline et une M3 Touring. Je pense qu'à mon niveau, les deux voitures aurait eu un ressenti à peu près identique et je vous avoue que si vous non plus vous n'êtes pas pilote professionnel, je pense que ces petites différences vous ne les verrez pas non plus. Donc en gros, si vous avez envie de la version break, faites-vous plaisir, prenez la M3 Touring puisque de toute manière les différences vous les sentirez pas non plus. Après, je vous dis un petit peu comme ça, je lâche ça. Mais oui, prenez la M3 Touring, faites-vous plaisir. Alors, certes, mais c'est vraiment des voitures qui sont chères. C'est vraiment des voitures qui sont chères, notamment à cause du malus. Forcément, on est sur le seuil maximal du malus. Donc, je crois qu'actuellement, c'est 40 000 € pour le malus. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent, surtout pour des voitures qui, configurées comme celle-ci, par exemple, qui est vraiment très bien optionnée, on est dans les 130 140 000 € déjà. Donc, on est pratiquement à 200 000 € la M3 avec le malus. Ça commence à piquer sévèrement. Mais ça, c'est un petit peu le problème de la France. Ça explique aussi pourquoi cette voiture est immatriculée en Allemagne. Elle fait plus partie du parc presse allemand, celle-ci, je crois. Je pense que tout simplement pour éviter de lâcher 40 000 € de malus, quoi, parce que c'est énorme. Alors aujourd'hui, Pierre-Louis nous a préparé un super showroom puisqu'on a cette i8 Roadster que personnellement, j'adore le design. Je trouve que ça n'a pas pris une ride, ça n'a pas vieilli. Pourtant, c'est sorti il y a pratiquement 10 ans. Bon, en version coupée, la Roadster est sortie un petit peu après. Le seul problème que j'ai avec cette voiture, c'est en termes de ressenti en conduite, c'est pas aussi ultime que ce que j'aurais espéré. C'est un petit peu trop typé GT. Mais par contre, en termes de design, j'adore. Et cette config, en plus, elle est vraiment exceptionnelle en blanche avec l'intérieur brun. J'adore. Mais bon, c'est pas de ça dont on est venu parler aujourd'hui. C'est vraiment de cette M3 Touring. C'est la toute première M3 Touring de l'histoire. Il n'y a vraiment pas eu de M3 Touring avant. Ça fait des décennies que tout le monde le demande à BM et ça y est, il nous la file enfin. Alors il y en a certains qui n'ont pas su attendre, hein, notamment Erwan de The Glove Driver qui est en train de nous faire une E46 M3 là, aux petits oignons. Je viendrai la voir un jour quand elle sera prête. Mais celle-ci c'est vraiment exceptionnel, surtout dans cette couleur, puisqu'on est sur le vert Île-de-Man qui est, vous savez mon amour pour le vert, mais ce vert-là, il est incroyable. Sur la vidéo des Ferrari, vous aviez vu une M4 dans la même couleur qui était vraiment superbe. Et là, dans la version M3 en break, je trouve ça vraiment superbe. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont critiquer ces énormes gris, ces énormes haricots. C'est un vrai souci sur ces voitures, je vous l'accorde, en termes de design, c'est pas incroyable. Mais en réalité, lorsqu'on la voit en vrai, je trouve que ça passe vraiment mieux. Puis de toute façon, j'ai eu la i4 pendant une semaine, donc j'ai eu largement le temps de m'habituer à ces gris. C'est vrai qu'à un moment, on se dit, ça va, ça passe, c'est vraiment pas si horrible qu'on a l'impression en photo. Alors, on va continuer sur les options parce que celle-ci, elle a les laser light, ce qui nous permet vraiment d'avoir une vision de nuit qui est incroyable.
Et puis en plus, petit détail design, c'est qu'on se retrouve avec petite lumière bleue en dessous des phares. Ça ajoute encore un petit truc, un petit peu de luxe, un petit peu de finition qui sont pas mal, quoi. Sur celle-ci, on a le logo BMW Heritage qui commémore l'anniversaire. Alors attention, c'est une option, elles ne l'ont pas toutes et ça va sûrement être en sorte d'édition limitée dans le temps. À un moment, on ne pourra plus les avoir et je pense que ça finira par être recherché, ce genre de logo. Donc si vous achetez une BM, mettez les petits logos Heritage, c'est vraiment joli, moi j'aime beaucoup, ça fait le petit détail en plus. On va également parler du capot, puisque contrairement au BMW série 3 classique, ici on est sur vraiment le capot de la M3, donc on a vraiment ces petites encoches qui en réalité ne servent pas à grand chose parce qu'elles sont fermées, hein. C'est pas des sorties ou des entrées d'air, il n'y a rien d'aérodynamique là-dedans, mais ça vient faire quelque chose d'un peu plus musclé encore, un petit peu plus dynamique, et c'est super important ce genre de voiture de venir montrer dans le design qu'on n'est pas sur une série 3 classique. D'ailleurs on se rend assez rapidement compte qu'on n'est pas sur une série 3 classique, rien qu'avec la largeur de la voiture. Regardez comme la voiture est plus large par rapport à une série 3. Si on continue le tour, on a également cette pièce ici qui est assez typique de chez BMW. On a toujours ce genre de pièce chez BM. Ici, on a le petit logo M3 Compétition également qui est vraiment du plus bel effet. Comme je vous le disais, coque de rétro en carbone avec la petite ailette, encore une fois, typique de BMW M. Vraiment, il n'y a pas de grosse surprise finalement sur cette voiture. C'est vraiment plein de petits détails qui nous rappellent que c'est une M. Ce que je vais adorer sur ces portières, c'est l'apparente simplicité du design, mais finalement, il y a du détail qui crée en fait la musculature de la voiture. Regardez-moi cette ligne ici. En fait, elle ressort énormément de la carrosserie. Elle a vraiment une épaisseur qui est assez importante et on la voit à peine. Mais ça vient créer tout un reflet ici, toute une ombre qui vient donner encore un peu plus de cet effet performance à la voiture. Et ça, c'est super important. Et forcément, c'est encore renforcé par cette jupe latérale qui est en noir brillant et qui vient encore donner cette agressivité à la voiture. On va continuer sur l'arrière, parce que là, moi, il y a un truc qui m'éclate, ça m'amuse beaucoup. Comme vous pouvez le voir, les voies sont extrêmement élargies sur l'arrière. Elles le sont tellement qu'on a été obligé de créer cette pièce ici. En fait, cette pièce a été créée pour pouvoir élargir la carrosserie, mais en utilisant une porte arrière d'une série 3. Parce qu'on n'allait pas s'embêter à refaire tout l'outillage d'emboutissage de la portière. Donc ça, c'est une porte d'origine. Et on vient juste créer toute cette petite pièce pour élargir tout ça. Et en fait, ensuite, on se rend compte que c'est pas assez large et qu'il faut encore élargir légèrement avec cette petite lamelle. En fait, cette petite lamelle, c'est uniquement pour l'homologation. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais en gros, ça permet de faire en sorte que la roue ne sorte pas de la carrosserie, de façon à homologuer la voiture. Alors là, on se dit, mais attends, c'est vachement loin, je veux dire, on avait de la marge. Alors on a peut-être de la marge ici, mais là, on en a beaucoup moins. Parce qu'en fait, clairement, on a une courbure de la roue qui fait que ce point en bas de la roue est beaucoup plus sorti qu'en haut. Et donc ça, si on mettait une règle toute droite, il ne faudrait pas que ce point-là, il ressorte par rapport à ce point-là. Bon, par contre, BMW, il va falloir absolument arrêter ça. Ça, c'est la caméra de recul. Alors déjà, elle est complètement prompte à se prendre toutes les saletés qui viennent dessus. En plus, elle n'est pas centrée par rapport au logo. Faites-nous quelque chose, c'est pas possible. Ça, il faut arrêter. Surtout sur une voiture à ce prix-là, ça, c'est pas possible. Alors, il faut également qu'on s'arrête 2 minutes sur ces jantes. Je trouve que le dessin est superbe. J'adore aussi le côté ultra concave de cette jante. Regardez à quel point elle rentre. Moi, ça, j'aime beaucoup, hein. Ça donne un effet tellement sportif, tellement agressif à la voiture. On retrouve de nouveau le petit logo Heritage au centre, le petit logo M, parce que évidemment on est sur une M, et tout ça, ça vient cacher les étriers rouges M. Alors attention, on est sur les freins en acier ici. On pourrait en option les avoir en céramique, mais honnêtement, sur un break M3, est-ce que c'est vraiment utile de venir mettre du céramique? Est-ce que vous allez vraiment utiliser suffisamment votre M3 pour rentabiliser des freins céramiques? Je pense pas. Je pense qu'il faut absolument rester sur les aciers, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je vous propose maintenant de découvrir l'intérieur de cette M3 Touring et on va commencer par le petit wow effect. C'est la petite animation d'entrée sur l'écran quand on arrive dans la voiture. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Ça sert à rien, mais ces genres de petits trucs, ça fait plaisir. On se dit, ah ouais, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Il y a du carbone partout. Beaucoup de carbone dans cette version. Sur le volant, sur les palettes
On a sur la console centrale, on a ici également sur la partie haute du tableau de bord, vraiment beaucoup de carbone. Alors ce qui choque également directement quand on entre dans la voiture, on se rend compte qu'on est sur le nouvel écran des toutes nouvelles série 3 facelift. Donc on se retrouve avec un panneau extrêmement large et légèrement incurvé, comme dans la i4, comme dans le iX, etc. Donc on est vraiment sur l'intérieur des nouvelles BMW. Alors il y a un petit côté copie de ce que fait Mercedes depuis quelques années. Moi c'est un peu toujours ce que je dis quand je monte dans les BM, j'ai l'impression de me retrouver dans une Mercedes d'il y a quelques temps. Mais finalement ici, dans cet environnement M, je trouve que ça marche bien, quoi. Moi j'aime bien, je trouve qu'on s'y sent bien dans cette voiture. On ressent vraiment ce côté BM, même rien que dans la position de conduite. C'est vrai que rien que quand on se met dans le siège, etc., on a une position de conduite BMW et c'est vraiment super agréable. Alors également, beaucoup de détails rouges dans cette voiture. Alors, on en a sur les parties hautes, on en a à l'intérieur des petites palettes au volant ici, on en a également sur le sélecteur de vitesse, sur le bouton start, même ici sur les petites parties, etc. Il y a des petites touches de rouge partout, même dans l'interface. On se retrouve avec du bleu et du rouge, vraiment les couleurs M qui se ressentent à tout plein d'endroits dans ce véhicule. Bon, sinon on est dans une série 3, il n'y a pas de grosses surprises, c'est assez efficace en termes de rangement. On a les petits porte-gobelets, ici on va avoir la recharge de téléphone. Ce qui va me surprendre, c'est que sur une voiture qui est aussi récente, qui vient d'être facelift, on se retrouve quand même avec un ancien port USB, on n'a pas du tout de type C dans cette voiture. Assez surprenant, je ne vais pas vous mentir. On a quand même ce panneau qui est super joli, moi j'adore ça dans les dernières BMW. D'ailleurs dans certaines on a même un effet un petit peu cristal, c'est vraiment très cool et j'adore ça. En termes de rangement, comme je vous le disais, il y a... Ah tiens, j'ai dit n'importe quoi, il y a une prise USB type C ici dans la boîte à gants. Donc on peut quand même recharger rapidement avec une prise ici. Boîte à gants qui n'est pas très profonde d'ailleurs, mais bon, ça on s'y attendait un petit peu puisque forcément il y a le tunnel de transmission en dessous. Alors ici on est sur la toute dernière interface BMW, je vous en avais déjà parlé un petit peu dans la vidéo sur la i4, mais j'ai quand même envie de vous en reparler puisque celle-ci est un petit peu spécifique à la version M. Donc on peut la diriger soit avec la molette iDrive qui a été supprimée dans le X1, je trouve ça ridicule, mais ici on l'a, on peut enfin diriger ça directement avec la molette, ou alors on peut le diriger en tactile. C'est tactile et c'est assez réactif. Ce que j'adore, c'est que c'est vraiment notre configuration qui est à l'écran, avec le verre aile-de-mans, avec les jantes en noir, et petit détail à la con, mais je ferme la porte, ça se ferme sur l'écran. Pareil, si on ouvre la porte arrière, le capot, le coffre, tout va s'ouvrir exactement de la même façon, et ça c'est des petits détails qui, moi, m'éclatent. Voilà, moi ça m'amuse. On peut même mettre le clignotant, on peut faire des appels de phare. Ça sert à rien, mais moi ça m'éclate, ça m'amuse. Je serais capable de passer plusieurs dizaines de minutes devant cet affichage à faire le con avec ma voiture. Donc voilà, ça c'est des trucs qui m'amusent beaucoup. Et il faut avouer que toute l'interface est super bien foutue. On a vraiment l'impression d'être dans un menu de jeu vidéo. J'ai l'impression de jouer à Forza là. C'est assez ouf. Et c'est ultra complet également. Je veux dire, tout à l'heure on était dans le menu Home, avec toutes les applications disponibles. Regardez-moi toutes les applis qu'il y a, tous les trucs différents, tous les équipements, c'est à s'y perdre. C'est une voiture qui est ultra complète, je trouve ça fou. Et j'imagine qu'il n'y a pas encore toutes les applications qui sont installées parce que je crois qu'on peut en installer d'autres, etc. Donc c'est assez exceptionnel. Moi je trouve que c'est un infotainment qui est vraiment bien foutu. Alors voilà, analyseur de drift M, ce qui va nous permettre d'avoir les informations sur si on arrive correctement à mettre cette voiture en travers ou pas. On a la distance de drift, on a l'angle de drift, on a la durée du drift et ensuite il nous donne un niveau avec des étoiles. Je veux dire, clairement, on est sur Uber, quoi. La voiture te dit « ouais, c'était pas mal, quoi ». Je veux dire, avec le petit tracé de circuit et tout, c'est incroyable. Alors évidemment, ici on est niveau 0, on a 0 étoile parce que cette voiture n'a jamais été mise en travers. En effet, elle a 52 km. Cette voiture est toute neuve. Et évidemment, cette voiture est équipée de CarPlay sans fil. Donc on a juste à mettre son iPhone en recharge ici. Et on se retrouve avec Apple CarPlay directement ici. Donc avec la carte Waze qui prend vraiment tout l'écran.
Ça c'est vraiment un plaisir d'avoir un écran CarPlay qui peut prendre vraiment tout ça. C'est à mon sens le minimum en 2023 d'avoir un truc comme ça, mais ça fait vraiment plaisir de le voir. Là, on est vraiment au top pour pouvoir rentrer ses adresses, etc. Je vous avoue que j'ai peur de toucher à n'importe où parce que j'ai pas du tout envie de devoir flouter quoi que ce soit. Mais en gros voilà, on se retrouve avec un truc qui est pas mal du tout, hein. Ah, c'est bien. Puis c'est ultra fluide en fait, hein. Moi je me rends compte que j'utilise pratiquement que Apple CarPlay quand je suis dans une voiture. Donc je vous ai présenté tout l'infotainment juste avant, mais c'est vraiment juste pour vous. Moi en réalité j'utiliserai très peu l'infotainment. Moi quand j'arrive dans une voiture, en règle générale, je branche l'iPhone et fin de l'histoire, j'utilise Waze, j'utilise Deezer pour ma musique et c'est tout ce que je fais avec la voiture. Puis comme ça permet de montrer où se trouve Motors Concept. C'est là, c'est ici. J'en ai marre. Faut que je rentre chez moi. Bon, voilà, c'était bien.